Imagine-toi. Tu es un garçon de 13 ans nommé Marcus, debout dans l'atrium en marbre d'une villa romaine, en l'an 96 après Jésus-Christ. Le soleil du matin traverse le toit ouvert et projette des motifs géométriques sur le sol poli. Tu portes une simple tunique blanche, et tes cheveux sombres ont été soigneusement huilés par les esclaves de la maison. Mais aujourd'hui, quelque chose est différent, même si tu ne sais pas encore quoi. Les autres serviteurs s'affairent avec une rapidité inhabituelle, évitant ton regard. Tandis qu'ils préparent l'arrivée de visiteurs, de la cuisine s'échappe l'odeur riche de viande rôtie et de vin sucré au miel, un festin bien trop somptueux pour un jour ordinaire. Ce que tu ignores, c'est qu'il y a 3 jours, ton nom a été inscrit sur un papyrus et placé dans un bol d'argent. Ce que tu ignores encore, c'est que ces visiteurs ne viennent pas pour affaires. Ils sont là pour inspecter leur achat. Tu touches le petit cheval en bois accroché à ta ceinture, sculpté par ton père avant que tu sois vendu pour rembourser ses dettes. Pendant 2 ans, tu l'as gardé secret, un lien discret avec la vie que tu connaissais autrefois. Ce soir, ils le trouveront et le brûleront sous tes yeux. Le premier pas pour effacer toute trace de qui tu étais. À l'aube, tu comprendras ce que les esclaves plus âgés voulaient dire lorsqu'ils murmuraient que certains destins sont pires que la mort. C'était la réalité pour des milliers de jeunes garçons à travers l'Empire romain. Des enfants engloutis par une machine d'exploitation qui a fonctionné pendant des siècles, derrière des colonnes de marbre et des rideaux de soie. Le système qui a détruit Marcus n'était pas seulement la cruauté individuelle, mais un mécanisme institutionnel, un réseau d'abus transformant les enfants en objets pour le plaisir des élites de Rome. Avant de plonger dans ces histoires oubliées de survie et de souffrance, si tu aimes découvrir les vérités cachées de l'histoire, pense à cliquer sur le bouton « J'aime » et à t'abonner pour plus de contenu comme celui-ci. Et laisse un commentaire pour me dire d'où tu nous écoutes. C'est incroyable de penser que nous explorons ces histoires anciennes ensemble, depuis différentes parties du monde, unis par notre curiosité commune pour le passé. L'Empire romain contrôlait plus de 5 millions de kilomètres et 60 millions de personnes. Mais derrière ces merveilles architecturales se cachait une fondation bien plus sombre, bâtie sur la souffrance humaine. Les estimations prudentes suggèrent que plus de 800 000 jeunes garçons ont été utilisés comme concubins masculins tout au long de l'histoire de l'Empire romain. Leur vie était entièrement consumée par un système qui traitait les êtres humains comme des ressources renouvelables pour le plaisir des élites. Cette pratique n'était pas cachée selon les standards romains. Les citoyens riches rivalisaient ouvertement pour acquérir les plus beaux jeunes hommes, les exposant lors de dîners comme de véritables œuvres d'art vivantes. Les spécimens les plus parfaits se vendaient à des prix équivalents au salaire annuel d'un artisan qualifié. Un garçon particulièrement prisé, venu de Grèce ou d'Égypte, pouvait coûter plus qu'une petite villa, sa valeur déterminée uniquement par des critères réduisant l'humain à un simple catalogue d'attributs physiques. L'horreur véritable résidait dans le caractère systématique de ce commerce. À travers l'Empire, des marchés spécialisés fonctionnaient avec une efficacité commerciale implacable. Au marché aux esclaves de Rome, près du forum, les jeunes hommes étaient exposés sur des estrades tandis que les acheteurs examinaient leurs dents, testaient leurs réflexes et évaluaient leur potentiel pour différents types de services. Les vendeurs tenaient des registres détaillés sur l'origine de chaque garçon, son âge et sa formation précédente, traitant le stock humain avec la même attention qu'on aurait pour du bétail. Les motivations économiques touchaient tous les niveaux de la société romaine. Des familles pauvres, confrontées à la famine, pouvaient vendre leurs fils pour obtenir de l'argent immédiat, justifiant souvent la transaction comme une chance pour leurs enfants de progresser. Les pillards et pirates savaient que les jeunes garçons capturaient les meilleurs prix, faisant d'eux des cibles prioritaires lors des campagnes militaires. Même les marchands légitimes complétaient leurs revenus en repérant de jeunes garçons prometteurs dans des provinces lointaines et en organisant leur transport vers les marchés urbains. Ce qui rendait le système romain particulièrement dévastateur, c'était son intégration dans les structures légales de l'Empire. Contrairement aux esclaves ordinaires qui bénéficiaient de certaines protections légales, les concubins masculins se trouvaient dans une zone grise où les désirs de leur maître passaient avant tout souci pour leur bien-être. Ils ne pouvaient pas demander de l'aide aux autorités, ne pouvaient pas nouer de relations avec les autres et ne pouvaient même pas posséder de biens. Leur existence était entièrement définie par leur utilité pour leurs propriétaires.
Le processus de formation qui transformait des garçons libres en concubins obéissants était aussi méthodique qu'une opération militaire. Des écoles spécialisées existaient à travers tout l'Empire, chacune développant des techniques pour briser toute résistance et créer une obéissance parfaite. Ces institutions étudiaient la psychologie humaine avec une précision quasi scientifique, identifiant les méthodes les plus efficaces pour anéantir la volonté individuelle tout en conservant l'attractivité physique. L'ampleur géographique montre l'échelle véritablement industrielle du système. Les garçons étaient collectés de la Bretagne au nord jusqu'à l'Égypte au sud, chaque région étant prisée pour certaines qualités. Les Celtes étaient appréciés pour leur teint clair et leur esprit farouche, rendant leur soumission finale encore plus satisfaisante. Les jeunes Grecs valaient cher pour leur supposée finesse intellectuelle. Les captifs germaniques étaient recherchés pour leur force physique et leur apparence exotique. Les réseaux de transport qui déplaçaient ces marchandises humaines à travers l'Empire rivalisaient avec ceux utilisés pour le grain ou les produits de luxe. Des navires spécialisés transportaient des cales remplies de garçons enchaînés à travers la Méditerranée, tandis que des routes terrestres achemiнаient de plus petits groupes par les cols de montagne. Le taux de mortalité lors du transport était considéré comme acceptable et intégré dans les prix, comme n'importe quelle autre dépense commerciale. La littérature romaine offre des aperçus troublants de l'acceptation totale de ce système par l'élite. Les poètes écrivaient avec admiration sur des concubins particulièrement beaux. Les philosophes débattaient des méthodes de formation appropriées pour les jeunes serviteurs. Les historiens enregistraient les préférences sexuelles des empereurs et des généraux comme de simples détails biographiques. La souffrance des garçons eux-mêmes était tout simplement invisible pour une culture qui les voyait comme des objets plutôt que comme des êtres humains. Le côté le plus terrifiant du système était la manière dont il fabriquait ses propres bourreaux. Beaucoup de surveillants et de formateurs chargés de briser les nouveaux arrivants étaient eux-mêmes d'anciens concubins ayant survécu assez longtemps pour obtenir des postes d'autorité limités. Ayant appris que l'obéissance était la seule voie pour survivre, ils devenaient des exécuteurs enthousiastes du système qui avait détruit leur propre enfance. Les preuves archéologiques à travers l'Empire confirment l'ampleur de ce phénomène. Les fouilles de villas romaines riches révèlent régulièrement des quartiers conçus spécialement pour loger plusieurs jeunes serviteurs masculins, équipés de chaînes, de verrous et d'instruments de punition. Des instruments médicaux retrouvés sur ces sites suggèrent que des opérations chirurgicales étaient pratiquées pour modifier le corps des concubins selon les préférences de leur maître, et ce, sans connaissance médicale moderne ni gestion de la douleur. Le premier signe que quelque chose de terrible approchait survint lorsque Gaius lui-même entra dans l'atrium, ce qui n'était jamais arrivé durant les 2 années de Marcus dans la maison. Habituellement, le maître communiquait par son intendant, maintenant une distance appropriée entre propriétaire et propriété. Mais ce jour-là, il s'avança directement vers Marcus, tournant autour de lui lentement, comme un marchand examinant un cheval avant achat. Marcus avait appris à rester parfaitement immobile pendant les inspections, les yeux baissés et la respiration légère. Le moindre mouvement pouvait être interprété comme de la défiance, et la défiance signifiait des punitions laissant des marques pendant des semaines. Mais cette inspection était différente, plus minutieuse, plus calculatrice que les simples contrôles habituels pour vérifier la propreté ou l'apparence. Gas souleva le menton de Marcus, inspecta ses dents, vérifia ses yeux pour détecter une maladie, passa ses mains dans les cheveux huilés. Lorsqu'il releva la tunique du garçon pour examiner son torse et ses épaules, Marcus ressentit un frisson qui n'avait rien à voir avec l'air du matin. Les acheteurs arrivèrent juste après midi, leur litière affichant richesse et puissance grâce à des garnitures en or et des rideaux de soie. Marcus les observa depuis l'encadrement de la cuisine alors qu'ils étaient accueillis dans la salle de réception la plus luxueuse de la villa, réservée uniquement aux visiteurs les plus importants. À travers la porte entr'ouverte, Marcus apercevait des hommes vêtus de toches coûteuses, leur conversation ponctuée de rires qui lui nouaient l'estomac d'une peur indicible. Marcus avait déjà été vendu autrefois, lorsque la ferme de son père avait échoué et que les créanciers avaient exigé paiement. Mais cette transaction était née d'un désespoir nécessaire, des parents choisissant l'esclavage d'un fils plutôt que la famine de toute la famille. Ce jour-là, c'était différent. Tout semblait calculé, froidement commercial, comme si Marcus n'était pas simplement transféré dans une autre maison, mais sur le point d'entrer dans quelque chose de bien pire. L'ordre arriva alors que les ombres de l'après-midi s'allongeaient. Marcus devait se laver,
huiler sa peau jusqu'à ce qu'elle brille, et revêtir sa plus belle tunique, celle réservée aux fêtes. Ses cheveux furent arrangés à la manière grecque que Ga affectionnait, avec des boucles soigneusement formées autour de son visage. Quand il se vit dans le miroir en bronze poli, il ne reconnut pas le garçon qu'il était, il voyait quelqu'un prêt à être exposé, plutôt qu'à servir.